La proximité, la convivialité avec ses invités. Et comme il dit, la radio, c'est avant d'être un don, c'est le résultat d'un travail de longue haleine qui s'apprend au quotidien et qui se cultive. Donc il n'y a pas de secret, c'est le travail. Monsieur Lionel Maillot est chercheur en sciences de l'information et de la communication associé au CIMOS de l'Université de Bourgogne. Ses travaux portent sur la vulgarisation scientifique, l'engagement des chercheurs et les effets de cette communication pour eux-mêmes. Il est le fondateur en 2001 de l'expérimentarium relevant de l'Université de Bourgogne. C'est un programme de rencontre entre des chercheurs et différents publics proposant une formation à la communication. Suite au succès de l'expérimentarium, il est depuis 2015 directeur du réseau des expérimentariums regroupant 4 régions en France. Par ailleurs, il est formateur de chercheurs en communication scientifique dans plusieurs programmes et manager scientifique de la nuit européenne des chercheurs en France. Enfin, il est également d'une part chargé de cours à l'Université de Bourgogne, enseignant en particulier l'histoire de la vulgarisation des sciences à la radio, d'autre part animateur et chroniqueur radio. Très bien, donc on va demander à M. Gidoun de dire un mot au nom du jury. Je le dirai peut-être à la fin, mais pour le moment, je dois dire que je suis énormément ému. D'abord parce que je suis là, parce que je suis à la faculté des sciences, c'est là où j'ai démarré ma carrière. Et puis pour cette occasion qui est une occasion remarquable. C'est vraiment un après-midi spécial pour nous tous, où on sait qu'on va découvrir. On sait par expérience, parce que certains d'entre nous ont pu assister à ce genre de manifestation. On sait qu'on va sentir la passion de la science chez des jeunes chercheurs qui vont nous présenter leur thèse, mais des années de travail en 180 secondes. Alors, on souhaite tous bonne chance. Et on sait qu'ils sont tous les gagnants, comme l'a dit Madame la secrétaire générale. Ils sont tous des gagnants, alors choisir des finalistes parmi les gagnants, ça ne va pas être facile. Très bien, chère assistance, on arrive à la séquence des lionnes et des lions de la classe. Ils ont le vent en coupe en ce moment, pourvu que ça dure. Donc on va vous les présenter, 2 à 2, les candidats. Il y a d'abord Agadir, les 2 candidats d'Agadir. Casablanca, un débat. Fraise. Canberra. Rabat. Tais-toi. Nous aimons beaucoup cette séquence de l'applaudimètre parce que ça nous permet de voir après au niveau du vote du public, c'est le public est vraiment ce qui est trop un peu chauvin ou il peut changer d'avis.
Voilà. Donc retenez au niveau de la polymètre, plus fort, je ne vais pas vous le dire, mais il y a le secret de Kinitra qui concurrencera. Voilà. Donc on va commencer. Je suis désolé. Et j'ai dit là qu'il y a désolé pour les Jadina, ils ont déjà remporté le concours pendant 2 années consécutives. Donc, ils sont des redoutables compétiteurs. On va plus tarder là. Donc on va lancer effectivement le déroulement de cette finale et j'appelle là encore une fois Selma et Dinia qui vont piloter le passage des candidats. Merci. Tilewi Sarah. Tilewi Sarah, son titre de thèse est Synthèse et caractérisation des matériaux magnétocaloriques à structure perovskite pour des applications dans la réfrigération magnétique. Université Sultan Koleï Slimane Libye. Ça va? Science sans conscience est une ruine de l'âme, a dit François Rabelais, un poète du XVIe siècle. Je suis pour une science qui réjouirait l'homme, lui faciliterait la vie, sans pour autant affecter son environnement. Déjà, le monde tire la sonnette d'alarme. Notre planète se réchauffe. L'accusé principal, c'est vous, c'est l'activité humaine. Nos réfrigérateurs, par exemple, utilisent un gaz à effet de serre, le fréon. Ce gaz retient 20 000 fois les rayons du soleil que le CO2. Il reste dans l'atmosphère pendant 50 000 ans. Il s'accumule au-dessus de nos têtes. Une vraie bombe à retardement. Peut-on empêcher le fréon à se propager? Pas évident. Ou peut-on vivre sans réfrigérateur, sans froid? Ah, peut-être. Mais quelle souffrance de ne plus pouvoir déguster une bonne glace quand il fait chaud. Chaud, c'est chaud. Pas de panique. Ma thèse vient répondre à cette problématique et apporte une technologie vaste à la réfrigération, soit la réfrigération magnétique grâce à Nemo. Quel lien y a-t-il entre Nemo et réfrigérateur? Je vous explique. La réfrigération magnétique utilise un matériau magique et un Nemo. Quand on approche un Nemo de ce matériau, il se réchauffe. Et lorsqu'on éloigne Nemo, par magie, le matériau se refroidit. En fait, le matériau se constitue par des atomes. Quand on approche un Nemo, ça veut dire qu'on applique un champ magnétique. Les atomes s'agitent en plein d'énergie. Ils se mettent en ombre. Et grâce à leurs agitations, la température augmente. Et quand on éloigne Nemo, les atomes sont éparpillés, restent immobiles. Et donc le matériau se refroidit. Vous vous dites, quels sont ces matériaux? Il y a d'abord le gadolinium. C'est une terre rare considérée comme matériau potentiel pour ce genre d'utilisation. Cependant, son utilisation est limitée de fait de son rareté et de son coût élevé. La bonne nouvelle, c'est que le Maroc dispose des ressources en métaux, similaires au gadolinium, et nous devons les valoriser. Et c'est là que j'interviens. J'ai mélangé plusieurs métaux sous une réaction chimique. Ça n'a pas été facile, mais après plusieurs essais, j'ai réussi à trouver mon matériau magique, un pouvoir réfrigérant très proche du précieux gadolinium et surtout à faible coût de production. Je me souviens dans mon enfance quand j'accrochais un dessin sur la porte du réfrigérateur pour que tout le monde puisse le regarder. Je mettais un aimant sur le dessin pour le faire tenir. C'était magique, c'est des mots qui peuvent s'adhérer à beaucoup de choses. Mais je n'ai jamais pensé qu'il arrivera un moment
à l'intérieur de notre réacteur pour conserver nos aliments, sauver notre planète du monstrueux réchauffement climatique et déguster la bonne glace quand même. Merci. Prochain tirage au sort, on va demander à Monsieur le directeur du CNRST de tirer au sort le prochain candidat. Le candidat suivant est Rowan Safa. Merci, Monsieur le directeur. Rowan Safa, le sujet de sa thèse, c'est valorisation de nouvelles molécules synthétiques et naturelles par l'étude de leurs activités biologiques. Bonjour. Ça. Oui. La Seconde Guerre mondiale, une guerre qui fut le conflit militaire le plus meurtrier de l'histoire, engendrant la mort des milliers de personnes. C'était extrêmement grave. Aujourd'hui, nous sommes tous devant une autre guerre, plus dramatique, mais cette fois-ci, une guerre de nature biologique, menée par le phénomène de la résistance bactérienne. Pour comprendre, lorsque notre organisme est infecté, il tend à se défendre grâce à son système immunitaire, n'est-ce pas? Alors, dès qu'un corps étranger à l'organisme le pénètre, il est aussitôt repéré et l'alerte est donnée. Heureusement qu'avec la découverte des antibiotiques, nous pouvons aider les patients à se défendre. Et c'est tellement efficace pour empêcher les infections à se développer que l'on a même multiplié l'usage de ces molécules. Au moindre recours, une cure d'antibiotiques. Mais, au bout d'un certain temps, les maladies se manifestent à nouveau et les traitements se révèlent soudainement inefficaces. Que s'est-il passé? Eh bien, ce n'est pas ceci. Une simple mutation au niveau de l'ADN de la bactérie peut rendre celle-ci cruelle, résistante. Et donc, en présence de ces médicaments, elle sera la seule à survivre. Une sorte de sélection. Cette superbactérie va se multiplier, transformant à la fin une forte armée. Et aucun traitement ne sera plus efficace. Mesdames et messieurs, malheureusement, c'est tellement le cas d'aujourd'hui. D'ailleurs, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 700 000 personnes meurent chaque année d'infections dues aux bactéries résistantes. Et si nous ne trouvons pas de nouvelles molécules, nous dirigeons droit vers un scénario catastrophe. Mais attention, cher public, ne paniquez pas. Tout en portant mon uniforme militaire, c'est là que j'interviens passionnément à travers ma thèse, qui a pour objectif de valoriser de nouvelles molécules synthétisées chimiquement et d'autres molécules naturelles extraites à partir des meilleures plantes médicinales du Maroc. Mes tout petits chers composés sont capables non seulement d'agir comme des soldats contre des bactéries résistantes à multirésistantes et les éliminer radicalement, mais aussi ils ont le pouvoir à moduler efficacement les fonctions immunitaires de notre corps et maintenir sa résistance à n'importe quelle infection. De nouveaux médicaments verront le jour à l'heure, en combinant ce que l'esprit humain a formulé en termes de
surface réglée engendrée par des repères mobiles dans un espace euclidien de dimension 3. Université Hassan II de Casablanca. Bonjour, aujourd'hui le sujet est mathématiques. Les mathématiques ont toujours émerveillé nombre d'esprits les plus brillants, et ceci à travers les siècles. Galilée disait, et notez bien, le livre de la nature est écrit en langage mathématique. Et Cédric Villani, grand mathématicien français, dit aujourd'hui que tout est mathématique. Il se trouve que le caractère abstrait des sciences des mathématiques, il va de pair avec une redoutable efficacité qui va pouvoir s'incarner dans de nombreuses réalisations. En effet, il faut savoir que tout élément de l'univers et tout objet de notre quotidien, cela représente une forme du point de vue mathématique géométrique. Et bien, en portant notre attention autour de nous, nous découvrons que la nature revêt une grande variété de formes géométriques. Il faut savoir que toute forme géométrique à 3 dimensions est une surface. Et les surfaces, c'est mon sujet de thèse. Moi, je travaille plus précisément sur les surfaces réglées, comme type particulier de surface qui est défini par le déplacement d'une droite dans l'espace suivant une courbe. Bien entendu, pour appréhender cette notion, il n'y a mieux qu'un simple concret exemple. Le cylindre, qui est une surface réglée, définie par le déplacement d'une droite d'une manière parallèle suivant un cercle. Mais il est pourtant faux de croire que toutes les surfaces réglées ont un aspect aussi élémentaire. Des surfaces aussi complexes telles que le doigt de ce restaurant sont aussi des surfaces réglées. Revenons à mon sujet de thèse. Le principe et l'objectif de mon sujet est de construire des surfaces réglées particulières, étudier leurs propriétés et par la suite faire une application de toute mon étude et générer des illustrations moyennant une simulation que je fais à l'aide d'un logiciel. L'une des applications de mes travaux de recherche réalisés dans le sens et le domaine architectural, et oui, des architectes et des géomètres peuvent bien utiliser des formes afin de construire des monuments réels dans l'urbanisme contemporain. Mais pas seulement, le design, les films d'animation, les jeux vidéo et autres créations 3D sont aussi les nouveaux métiers qui allient art et mathématiques. Merci.
normal, certes, mais ce n'est pas si simple que ça. C'est l'histoire des sols marocains, et tout spécialement ceux de ma région Zmandra. Connus et reconnus jouissant d'un climat favorable, et même très favorable pour une culture végétale florissante. Et pourtant, fort de constater que des sols qui devraient être fertiles meurent d'une année à une autre. Pourquoi est-ce donc? Pour répondre à cette question non silente, je devais faire parler les sols muets. Pour cela, j'ai délimité la scène du crime, les sols de ma région. Ensuite, j'ai passé au téléphone tous les indices, me permettant de trouver le coupable de ce crime. Car chaque détail compte. Bien armé, gants et arrière, dans des sachets bien adaptés, j'ai prélevé des échantillons de mes sols victimes. Il n'y coup, je me suis mise à l'œuvre, analyser les échantillons. Matière organique, azote, phosphore, potassium. Résultat alarmant. Tous ces éléments sont incroyablement en deçà du seuil normatif. Retrouver le coupable de ce crime me hante. Prospection, inspection et témoignage. Mon suspect numéro 1, l'agriculteur. L'arme de crime tranchante, deux pratiques, racler et asperger. J'explique. L'agriculteur, sans préméditation, lors de chaque récolte, racle manuellement ou mécaniquement les résidus des cultures précédentes. Et là, mesdames et messieurs, j'attire toute votre attention. Ces résidus, c'est cette matière organique, végétale ou animale morte que les familles habitantes du sol, vers de terre, bactéries, champignons, dévorent, décomposent et libèrent. Le dioxyde de carbone, azote, phosphore, potassium, éléments qui maintiennent l'équilibre et stabilité de mes sols si fragiles. Pire encore, l'agriculteur sans répit se déchaîne encore et encore sur mes sols, laboure, relaboure et pratique l'irrigation par aspersion, exerce une force, arrache les coups, enfonce cette matière organique en profondeur, affame ses habitants, larguant mes sols dénudés, mal nourris. Comme devrait être un doctorant engagé pour la bonne cause. J'ai immédiatement formé ces agriculteurs de la gravité de leurs pratiques, affiches de sensibilisation, spots informatifs, ateliers de formation, sans aucune relâche. Je ne me suis pas arrêtée à ce stade. J'ai amendé mes sols par cette matière organique. Waouh, jour après jour, vers de terre, bactéries, champignons se multiplièrent. Mes sols retrouvèrent vie, régénérèrent leur force et offrirent céréales et légumes compétitifs et saines. Mesdames et messieurs, nourrir les sols, instaurer les bonnes pratiques, les agriculteurs de ma région bien avertis en font désormais leur cheval de bataille et moi l'objectif de ma thèse. Je demande à Monsieur le Président du jury de bien vouloir tirer au sort le prochain candidat. Le candidat suivant est Waileli Amstian. Enfin, Alors, Waileli Amstian, le sujet de thèse, érosion et sédimentation sur les formations lithologiques, crétacées, tertiaires et quaternaires du rift externe, application d'une approche géomatique, hydrologique et magnétique universitaire du Tétouan. Mesdames et messieurs, saviez-vous que le sol est la source de plus de 90% de notre alimentation par rapport à la source maritime? Saviez-vous que la production alimentaire mondiale va baisser de 30% dans les 50 années qui viennent à cause de l'érosion, selon les synthèses du COP23? Saviez-vous aussi que toutes les 5 secondes, l'équivalent d'un terrain de football consomme 6 rôles? Donc, si nous n'agissons pas dès maintenant, notre sécurité alimentaire sera en danger. Depuis des années, le sol a attiré l'attention des biologistes, des chimistes, des géographes, des écologistes,
mais qui intervient vraiment en termes de lutte anti-érosive? C'est l'aménagiste. L'aménagiste, il se fait payer pour que son intervention soit rapide, efficace et moins coûteuse. Mais toutes les techniques inventées à l'heure actuelle ne répondent pas à ces attentes. C'est pour cela qu'on fait appel aux géologues. Nous, les géologues, on s'intéresse au substrat, à la roche mère. Et cette roche mère nous a dit, vous avez un problème avec le sol? Eh bien, c'est mon fils aîné, c'est mon fruit d'amour avec l'atmosphère. Et je peux vous donner la recette magique. Allez chercher nos minéraux. En fouillant dans ces minéraux, nous remarquons qu'ils ont presque tous une caractéristique magnétique. Et en mesurant cette susceptibilité magnétique à basse fréquence, à haute fréquence et de dépendance, nous pouvons facilement et rapidement étudier l'érosion et la dégradation du sol. Et c'est ça l'objectif de la recherche, c'est de mettre la lumière sur le magnétisme des sédiments comme une alternative rapide, efficace et moins coûteuse pour l'étude de la dégradation des sols. De cela, nous l'avons fait dans le RIF marocain. Et sur 700 échantillons du sol, nous avons pu évaluer la julionnite de surface, déterminer les zones sources de sédiments et les zones de dépôt. Pas seulement ça, mais nous avons aussi évalué la pédogenèse le long des profils, déterminer leur stabilité et leur instabilité, voire même leur contamination. Et pour être un peu scientifique, nous n'allons pas sous-estimer les autres techniques. C'est pour cela qu'on a fait une conjugaison entre les différents modèles qui existaient dans la bibliographie scientifique. Et parmi eux, il y a un qui a bien attiré notre attention, c'est le modèle hydrologique. Ce modèle assure la simulation, la calibration et la validation des débits de la matière en suspension. Elle permet de déterminer les bonnes pratiques anti-érosives les plus adéquates pour notre zone. En effet, les techniques anti-rase ont réduit l'érosion de 30%, les cultures en bande ont réduit l'érosion aussi de 10%, alors que les cultures parallèlement au même niveau ont amplifié l'érosion. Finalement, aux aménagistes, on peut dire, vous voulez étudier l'érosion d'une manière efficace, moins coûteuse et rapidement, on vous recommande le magnétisme des sédiments. Vous voulez intervenir et aménager les bassins du RIF marocain, s'il vous plaît, privilégiez les techniques en terrasse et les cultures en bande. Mouna Sous. Sous Mouna, son titre de thèse est Traitement et purification des eaux des industries de phosphate par le procédé de congélation. Université Chouaib Doukhali El Jadida. Unique dans son genre, l'eau, or bleu, liquide clair, transparente et saine, synonyme de vie et de survie pour tous les êtres vivants, ne peut être remplacé par aucune autre substance. Atterré par des activités humaines, changement climatique, pollution industrielle, agricole, c'est aussi douce, se révolte entre l'homme et son environnement. Elle, l'eau altérée, tue presque 2 millions d'individus, dont 90% de moins de 14 ans, provoque cancer chez l'homme, perturbe le milieu aquatique et épuise les ressources en eau pure. Mesdames et messieurs, l'urgence est de mise, remédiation économique et adaptation durable. Et donc, régénérer les eaux industrielles de phosphate et réutiliser, j'en ai fait l'objectif de ma thèse, avec une touche d'innovation, d'un humble chercheuse que je suis. 2 en 1. Je vous explique plus tard. Des milliers de mètres cubes des eaux de lavage de l'industrie des phosphates finissent directement dans les cours d'eau. Quel gâchis! De l'or en perte. La particularité de ces eaux
l'acide phosphorique, conservateur qui avoisine de l'ordre, car convoité par toutes les industries, pharmaceutiques, agroalimentaires, cosmétiques et électroniques. Purifié pour récupérer séparément l'eau de l'acide phosphorique, c'est le rêve de l'industrie des phosphates. L'eau pour une réutilisation, l'acide phosphorique pour la commercialisation. La congélation, le seul et unique procédé qui, par une transmission du foie bien adaptée, me permet de séparer ces deux phases, intimement miscibles, mais physico-chimiquement différentes. Dans mon laboratoire, je commence mes expériences sur un mélange acide où j'étudie tout d'abord les températures spécifiques de congélation, les propriétés associées et thermodynamiques pour localiser les conditions optimales de séparation. Dans mon récipient de congélation, l'eau industrielle se balade librement dans son environnement. Soumise au froid, c'est au liquide stress, se replie sur elle-même, change d'état, devient solide et cristallise. L'acide phosphorique, indifférent au froid, reste liquide, emprisonné dans ce cristaux d'acide. Habitant et en qualité de manipulatrice qualifiée, j'agis pour qu'il n'y ait plus d'amour, pour qu'il n'y ait plus d'amitié entre ces deux phases formes. J'applique donc une décongélation partielle et douce, libère et récupère cet acide phosphorique du réseau cristallin de l'eau, comme on libère le miel de sa ruche. Mesdames et messieurs, défi relevé. Le froid pour des eaux industrielles régénérées et un acide phosphorique concentré récupéré. C'est ma touche d'innovation. 2 en 1. Merci. Madame la secrétaire générale termine son évaluation. Prenez votre temps, vous avez... Alors, le candidat suivant est Magagi Ali Béché. Magali Ali Bachir, son sujet de thèse, une approche dirigée par les modèles pour les systèmes auto-adaptatifs. Université Abdelmalik Sadi Teto. Il y a longtemps, les gens vivaient séparés, tellement éloignés les uns des autres que pour transmettre un message, il faudra dépêcher un cavalier pour l'acheminer. Puis, à travers le temps, ils se sont rapprochés les uns des autres jusqu'à devenir des habitants du même village. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons assisté à l'avènement du télégraphe d'abord, puis du GSM et ensuite d'Internet. Le numérique a donc rapproché les hommes. Et le numérique nous a envoyé au bon, on peut dire, ça risque de se tromper. Et tout individu présent dans cette salle possède au moins un téléphone. Sauf celui qui a arrêté de vivre sur Terre, qui vit sur Mars peut-être, ou Krypton. Bon, parlons un peu d'Internet. Notre monde, nous le savons, est constitué d'individus qui interagissent entre eux. Chacun avec sa particularité, chacun avec sa singularité. Et ce monde se porterait beaucoup mieux si ces individus arrivaient à corriger leurs erreurs, voire à se pardonner les uns des autres. Eh bien, c'est exactement la même chose avec Internet. Celui-ci étant un ensemble de systèmes qui communiquent entre eux, ils se porteraient mieux si ces systèmes arrivaient à corriger leurs erreurs et à se conformer à celles des autres. Et c'est possible. C'est ce qu'on appelle l'auto-adaptation système. Pour arriver à cela,
le chercheur essaie de doter les systèmes d'information de raison, ce qui n'est pas du tout chose facile. Et heureusement, je suis là. Mais vu la situation, je suis obligé d'intervenir. Je me suis en effet lancé dans le combat avec un objectif clair et simple. Proposer une méthode qui permettra la réalisation des systèmes doués des raisons. Et comment? Je vous explique. Je déterminais un ensemble de symboles ou représentations graphiques pour modéliser les systèmes. Mais pas seulement. J'ai aussi et surtout proposé une grammaire ou ensemble de règles pour donner du sens à ces représentations graphiques et les convertir automatiquement en langage informatique, puis en interface. Je fais simple. Je passe d'un ensemble de symboles qui à la base sont banals à un logiciel informatique qui résonne. Alors, essayons de réfléchir juste une seule seconde. Comment serait Internet s'il est constitué de systèmes dotés de volonté? À mon avis, mais cela sera un autre chapitre de l'histoire, il serait tout simplement fantastique. Je suis actuellement en phase d'expérimentation de mes résultats et après validation de ce résultat, je compte mettre en place un prototype facilement utilisable par toute personne initiée. Je vous remercie. Son titre de thèse est « Isolement de micro-organismes producteurs de lipase et applications agroalimentaires ». Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, Fès. Une grande partie de ma thèse s'intéresse à la recherche de cette enzyme, cette
vie politique. Motivation, je n'en manquais pas. Je les ai cherchées partout, creusant les sols, les mers et même les déchets industriels. Et j'ai fini par les isoler à partir des déchets d'industrie d'huile d'olive. J'en ai même trouvé celles qui produisent des bases de haute performance, aptes à mener à bien la synthèse des analogues de beurre. Quant à moi, il ne me reste qu'à placer la dernière pièce dans mon feu pour vous former, mesdames et messieurs, un beurre sain. Donc restez fidèles à vos tartines tout en gardant la taille fine. Donc là, on va avoir un petit intermède musical avec notre grand musicien Noël. Noël.
Alors, pour le prochain candidat, je vais demander à Madame la Présidente du comité d'organisation de tirer au sort. Alors, le tour de Hiwi Malek. Le titre de thèse de Hiwi Malek est mise au point de nouvelles formulations non toxiques à base de substances naturelles. Et elle vient de l'université Ibn Tufayl. Hiwi Malek. qui nous vient de la région de Sawira. Connaissez-vous ce fruit? Moi, je l'ai goûté par curiosité. J'ai trouvé son goût vraiment délicieux. Mais ce qui est intriguant, c'est la couleur rose, magnifique, qui reste sur le lèvres. À partir de cet instant, je me suis posé la question, pourquoi ne pas essayer de dévoiler le mystère de ce fruit et extraire cette couleur? Et par la suite, l'utiliser comme colorant naturel dans les produits cosmétiques. En effet, ce fruit à analyse est riche en molécules responsables de la couleur rose qui peut être donc exploitée et utilisée dans le domaine de la cosmétique. Cette idée m'a mené à faire mon sujet de thèse, dont l'objectif est l'extraction et la valorisation d'un colorant naturel à partir de la figue de Bavarie et son utilisation dans les produits cosmétiques 100% naturels. Très avantageuse par rapport à celles obtenues à partir des colorants synthétiques qui sont révélés très néfastes car ils contiennent des métaux toxiques tels que le titane. En plus, l'extraction de la couleur rose à partir de cette figue reste beaucoup moins chère que la couleur extraite d'autres plantes, ce qui est très intéressant pour le développement de l'écosystème à travers la création d'une nouvelle activité économique dans la région. Alors, j'ai testé plusieurs procédés pour extraire le maximum de matières colorantes à partir de la chair de figue de Bavarie. Enfin, j'ai réussi à trouver une méthode simple et écologique qui m'a permis d'obtenir mon colorant pur sous forme de poudre avec un rendement assez important. Pour 1 kg de fruits, j'ai extrait 15 grammes de matière colorante, ce qui rend son prix très raisonnable et moins cher que les autres colorants. Ensuite, j'ai étudié la stabilité sous différentes conditions, l'efficacité et même le pouvoir antioxydant de l'extrait obtenu. Les résultats étaient concluants. En outre, j'ai profité de ces bienfaits pour l'utiliser comme ingrédient de base pour développer par la suite des recettes de rouge à lèvres et des fards à joues. Cette matière colorante donne en plus de la couleur un effet rayonnant et brillant et ne présente aucun danger sur notre santé et sur notre environnement. Une chose est sûre, que les produits cosmétiques à base de non-colorants se trouveront bien devant les trousses des stars hollywoodiennes et dans les établissements de beauté. Je tiens à dire donc que ce fruit miraculeux est
C'est aussi bon en couche que sur notre peau, que sur notre santé. Merci. Maintenant, je vais m'adresser aux formateurs et je vais demander à professeur Minalekas de tirer au sort le candidat suivant. Alors, le candidat suivant est Mouadi Jalel. Mouadi Jalel. Mouadi Jalel, il est là. Son sujet de thèse, adaptation écophysiologique et comportementale chez le lézard Geckonidés. Ouh là là, son nom latin. Podophysia moras, espèce endémique du Maroc. Ah, Université Blozo d'Agadir. Il est fort probable que vous fassiez partie de ceux qui croient qu'un scientifique, qu'un chercheur, est forcément celui vêtu d'une blouse blanche, assis dans un laboratoire climatisé qui regorge de matériel scientifique. Pour moi, ce n'est pas le cas. À la place d'une blouse, je porte un gilet et des jumelles, et vous allez me retrouver errant comme un fou dans les montagnes et les forêts. Je suis un écologue. J'étudie l'interaction des êtres vivants avec leur milieu de vie. Fort heureusement, notre pays, le Maroc, est l'un des 35 points chauds du globe. Un point chaud pour nous les écologues est une zone caractérisée par une grande diversité d'espèces animales et végétales, communément appelée biodiversité. Autant cette biodiversité est grande, autant la zone à explorer est intéressante, notamment lorsqu'elle abrite des espèces qui n'existent nulle part ailleurs, dites espèces endémiques. Pour ne pas emprunter les sentiers battus, mon choix s'est porté sur un reptile, aussi célèbre que répugnant, qu'on a envie d'écraser chaque fois qu'on le croise. Il s'agit d'un petit lézard, endémique du Maroc, d'à peine 12 cm de long et d'un poids ne dépassant pas les 2 grammes, que je vais nommer pour vous le Geckonidés à paupières épineuses. Pour mieux le connaître, j'en ai fait mon animal domestique et j'en ai accueilli 70 compagnons. Après 3 ans de vie commune, quelles furent mes découvertes? Mes 50 femelles détrant largement les bébés boom. Ils pondent des œufs dont le poids représente jusqu'à 30% du leur, rien que pour maximiser l'apport en nutriments pour les embryons. Ces œufs, je les mets dans un incubateur pour en évaluer le succès d'éclosion. Lors d'une confession intime, les lézards m'ont parlé de la jalousie qu'ils ont envers nous les humains. Pourquoi? Parce que notre température corporelle, elle est constante. Au contraire, les reptiles doivent adapter leur température à leur milieu de vie. On dit qu'ils sont hétérothermes.
formateur, je vais demander au professeur. Pardon. Il y a un petit incident technique, donc on est en train de voir si c'est réglé. Comme ça, elle va dire retirer au sort le candidat suivant. Alors, la candidate suivante est mademoiselle Brouba Holt. Mademoiselle Brouba Holt, son sujet de thèse, c'est étude du potentiel de production du méthane, cas de la valorisation des sous-produits des industries agroalimentaires. Et elle nous vient de l'université Sultan Moulay Slimane de Bimleh. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une pièce de votre maison où en principe vous passez beaucoup de temps. Que ce soit pour échanger, partager ou encore pour manger. Vous avez deviné? Je parle de votre cuisine. On aime tous les bons plats. Les amateurs de viande vont préférer un bon steak ou encore un bon tagine. Mais quelles que soient nos préférences culinaires, on a tous le même comportement quand on finit de manger. On jette les détritus parce qu'on les estime inutiles. Retenez bien ce terme et faisons une pause. Tournons notre regard vers ce qui se passe avant que la viande atterrisse dans nos assiettes. Ce qu'on sait, c'est qu'une fois à l'abattoir, l'animal est abattu, conditionné et prêt à la consommation. Mais l'abattage génère beaucoup de déchets, qu'on appelle effluents d'abattage parce qu'ils sont composés en grande partie de liquide. Ces effluents, au meilleur des cas, se retrouvent dans les canalisations, au pire des cas, directement dans l'environnement. Et ça, c'est source de pollution et pour l'environnement et pour les populations. Ces effluents sont rejetés ainsi parce qu'on les croit inutiles et sans valeur. Néanmoins, en les étudiant de plus près, j'ai remarqué qu'ils produisaient quelque chose, mais dans certaines conditions. Alors mon but, c'est de trouver la recette afin d'optimiser cette production-là. Pour ce faire, on va retourner dans notre cuisine. Non pas là où on mange, bien sûr, un autre genre de cuisine. En réalité, je parle tout simplement du laboratoire. Là-bas, nous allons prendre une grande casserole qu'on va appeler le digesteur. On va y mettre un peu d'effluents, un peu de micro-organismes. Les micro-organismes vont manger les composés à l'intérieur de l'effluent qu'on appelle la matière organique. En faisant ça, ils vont produire quelque chose. Mais avant, on doit placer notre digesteur dans des conditions telles que température spécifique, absence d'oxygène, etc. afin que nos micro-organismes fonctionnent bien. Et quelques temps plus tard, on obtient du biogaz, du biométhane. C'est un gaz naturel, renouvelable, et c'est lui qui donne de la valeur à nos effluents. Parce que le biométhane, il est converti dans l'énergie thermique ou électrique. Et ça peut être une source d'autosuffisance énergétique pour des infrastructures, des maisons, etc. Vous savez, les besoins en énergie sont de plus en plus grandissants d'un côté. Dans l'autre, partout dans le monde, on est envahi de déchets. Dans mon cas, à partir des effluents d'abattage, j'obtiens de la bioénergie. Alors dès à présent, afin de répondre aux préoccupations quant aux besoins en énergie, envisageons l'utilité de l'inutile.
formateur, plutôt formatrice. Vous avez compris, ma thèse en 180 secondes, c'est un concours très féminin, y compris au niveau des formateurs. Bien, alors j'ai devant moi Madame Léa Agossi, qui est la formatrice avec les dires, qui va faire tirer au sort. Bien, Agadir tire Agadir. Oubillah Khadija. Oubillah Khadija, son sujet de thèse, c'est étude de l'impact des conditions climatiques et environnementales sur le procédé du séchage, contrôle de qualité et valorisation du Crocus sativus de la région de Teliouine, sud du Maroc. Bonjour tout le monde. Oui. Il était une fois un très bel homme qui s'appelait Crocus. Il aimait follement une nymphe de Smilax. Smilax est tombé sous son charme. Ils le rejoignent au secret toutes les nuits d'octobre. Un jour, Crocus jouait au lancer de disque avec une son ami sur le lac. Crocus fut mortellement blessé à la tête et on dit que le sang coula et l'a abandonné et fertilisa la terre. À cet endroit, une petite fleur mauve naquit. Une fleur qui porte son nom Crocus symbolise la résurrection. C'est une légende, mesdames et messieurs, que je viens de vous raconter. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que le Crocus sativus est la désignation scientifique de la plante dont je vais vous parler aujourd'hui. La plante du Crocus sativus, elle, est réputée dans l'histoire de la gastronomie. C'est une épice sollicitée par des chefs étoilés dans la préparation de divers plats. Cette épice transcende les sens et les odeurs, ce qui justifie son titre d'or rouge. Pour lui, c'est le nom du safran. Une fois la fleur du safran récoltée, elle fut vite passée à l'imondage, c'est-à-dire à enlever les stigmates rouges, puis les sécher. En effet, un bon séchage implique une bonne conservation et assure un safran dont la qualité organoleptique et nutritionnelle est incontestable. Et c'est là où j'interviens. Mon objectif est de sécher à l'aide d'un séchoir solaire les stigmates du safran issus de la région de Teliouine du Maroc, à des températures différentes. Plusieurs paramètres ont été déterminés, comme la teneur en eau, la vitesse de séchage. Les résultats obtenus ont été rassemblés en une seule eau, dite pour caractéristique de séchage. Mais quel est l'intérêt de cette eau? Il suffit de connaître les valeurs de la teneur en eau initiale et d'équilibre pour pouvoir décrire les cinétiques de séchage dans les mêmes conditions. Ensuite, il semble intéressant, de point de vue dimensionnement des séchoirs solaires, de bien connaître cette eau, considérée comme une approche simplifiée qui servira à l'analyse de plusieurs cas semblables. Par conséquent, en vue de la valorisation et de la préservation de cette plante, il est pertinent de réduire cet ensemble de données en un modèle qui constituera une carte d'identité de ce produit, ce qui facilitera par la suite son utilisation, non seulement par l'expérimentateur lui-même, mais aussi par l'ensemble de la communauté scientifique. Comme chercheur, j'étais passionnée de découvrir les secrets de cette jolie épice, et je vous conseille de bien le consommer, car il calme les douleurs et les troubles de l'humeur pour vous, mesdames, et donne un éclat incroyable à votre peau. Pour vous, mes chers doctorants, si vous êtes déprimés à cause de votre thèse, n'hésitez pas à le consommer sans dépasser 30 mg par jour, et n'oubliez pas que c'est la dose qui fait l'effet.
il y a eu un incident technique. Et le seul point de règlement qu'on n'a pas rappelé tout à l'heure, on va en avoir besoin, c'est un cas vraiment rarissime. L'incident technique, c'est lors du passage du candidat Mouhty Jalal, l'écran télévision où s'affiche le chrono pour les candidats s'est éteint. Et il a pensé que c'était terminé. Que dit le règlement dans un cas pareil? C'est le président du jury qui décide après concertation avec le comité d'organisation. On a eu besoin, au bout de 6 ans, on a besoin de ce point de règlement, Monsieur le Président. Donc voilà ce qui s'est passé. Il a pensé avoir terminé donc ces 3 minutes. La décision donc, du jury à l'unanimité, c'est que le candidat peut donc refaire sa présentation. Ils sont pressés. On a le choix. On continue le tirage au sort ou on passe maintenant? On le laisse pour la fin. Et donc il est choqué, M. Pierre. D'accord, ben, c'est bien, il avait raison. Donc Jalal Mouhty. Merci. Oui. Il est fort probable que vous fassiez partie de ceux qui croient qu'un chercheur est celui vêtu d'une blouse blanche, assis dans un laboratoire climatisé qui regorge de matériel sophistiqué. Pour moi, ce n'est pas le cas. À la place d'une blouse, je porte un gilet et des jumelles. Et vous allez me retrouver errant comme un fou dans les montagnes et les forêts. Je suis un écologue. J'étudie l'interaction des êtres vivants avec leur milieu de vie. Fort heureusement, notre pays, le Maroc, est l'un des 35 points chauds du globe terrestre. Un point chaud pour nous les écologues est une zone caractérisée par une grande diversité d'espèces animales et végétales, communément appelée biodiversité. Autant cette biodiversité est grande, autant la zone à explorer est intéressante, notamment lorsqu'elle abrite des espèces qui n'existent nulle part ailleurs, dites espèces endémiques. Pour ne pas emprunter des sentiers battus, mon choix s'est porté sur un reptile, aussi célèbre que répugnant, et qu'on a envie d'écraser chaque fois qu'on le croise. Il s'agit d'un petit lézard, endémique du Maroc, baptisé scientifiquement Codornicia morens, que je vais nommer pour vous le Gecko à paupières épineuses. Pour mieux le connaître, j'en ai fait mon animal de compagnie, et j'en ai accueilli 70 compagnons. Après 3 ans de vie commune, quelles furent mes découvertes? Mes 50 femelles détrant largement les bébés et pondent des œufs dont le poids représente jusqu'à 30% du leur, rien que pour maximiser l'apport en nutriments pour les embryons. Ces œufs, je les mets dans un incubateur pour en évaluer le succès d'éclosion. Lors d'une confession intime, les lézards m'ont parlé de leur grande jalousie envers nous les humains. Pourquoi? Pour notre température corporelle constante. Ces reptiles sont contraints de suivre la température de leur milieu de vie. C'est pour ça qu'ils sont qualifiés d'hétérothermes. Pour ceci, il faut qu'ils soient adaptés, capables de régler leur température en hiver en cherchant des endroits ensoleillés et dans l'été des endroits frais. On dit qu'ils font de la thermorégulation. Et comme je suis un grand gourmand, même si j'en ai pas l'air, je me suis intéressé à leur régime alimentaire. En faisant passer une centaine de leurs crottes d'éjection sur un loop binoculaire. Heureusement que j'ai choisi un petit lézard et non pas une vache. Mes résultats se
serviront à l'élaboration d'une stratégie de conservation de cette espèce qui est considérée comme un patrimoine national. Et comme disait Einstein, s'il fallait un jour que l'homme pleure, le stress. Toujours à la recherche de formateurs. Est-ce que Helmo est là? Donc, Madame Hamoumi, Casablanca. Elle n'est pas là. Est-ce que M. Moukrim est là, doyen de la faculté des sciences de Tétouan? Non plus. Bien, ben, on va faire appel à une ex ou toujours formatrice, quelqu'un qu'on regrette beaucoup dans l'organisation de ma thèse en 180 secondes. Il s'agit de Oumnia Hili, de l'Institut scientifique de Rabat. Elle a l'habitude, elle va dire toute seule. Shia Soukaina. Son sujet de thèse, c'est valorisation de nouveaux supports phosphatés en tant que catalyseur hétérogène dans la synthèse organique. Et elle nous vient de Kinitra de l'université Iptofei. La chimie est aussi simple que la cuisine. Pour préparer un plat, il suffit de mélanger les ingrédients, lancer la cuisson et laisser réagir. C'est ce que je fais dans mon laboratoire. Je mélange les produits de départ, je lance ma réaction pour préparer mon plat qui n'est autre que des médicaments anti-inflammatoires, anti-Alzheimer et anti-cancéreux. Mais préparer ces médicaments nécessite beaucoup plus de temps, d'énergie et de ressources qui ne sont pas toujours amis de l'environnement. Pouvons-nous donc préparer ces médicaments en un temps record avec un minimum de coûts et un meilleur rendement? Laissez-moi vous dire que oui, c'est possible, grâce à mon produit qui sert à accélérer leur préparation tout en préservant notre belle nature. Là, je parie que vous vous demandez tous quel est ce produit. Alors, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qu'on utilise pour augmenter le rendement des produits agricoles? Vous les connaissez certainement, les engrais, qui sont habituellement utilisés en tant que fertilisant de la terre et que j'ai utilisés pour accélérer la préparation de ces médicaments et augmenter leur production. C'est ce qu'on appelle donc un catalyseur. Sachant que le Maroc se place 3e producteur de phosphate à l'échelle mondiale, j'ai choisi de travailler avec des engrais phosphatés qui sont à la fois disponibles, non toxiques et non coûteux. D'où l'originalité de ma thèse. Mes expériences ont commencé donc par là. J'ai pris une petite quantité de ces engrais à laquelle j'ai ajouté mes produits de départ et j'ai lancé ma réaction. L'optimisation des conditions était l'un des objectifs de mon travail. Pour cela, plusieurs tests ont été donc réalisés, en faisant varier à chaque fois leur température, le temps et même les quantités à
portent un grand intérêt à la santé humaine. Merci. Pour connaître le prochain candidat, on va demander au vice-président chargé de la recherche sur SO de tirer au sort le candidat suivant. Alors c'est mademoiselle Arab Soukaina. Mademoiselle Arab Soukaina, son sujet de thèse, c'est études épidémiologiques de l'infection par l'usuvus au Maroc, occurrence des épizooties et identification des aires à risque. Et elle nous vient de Rabat. Je suis prête. Allez-y. Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Comment un moustique en Afrique peut envoyer un Australien à l'hôpital? Beaucoup de maladies trouvent leurs origines dans le monde animal, comme le virus Ebola, Zika, le sida que vous connaissez, ou encore le virus Usutu, moins connu et cause néanmoins de sérieux désordres neurologiques. Son cycle de vie implique les moustiques en tant que vecteurs et les oiseaux migrateurs en tant qu'amplificateurs de son introduction d'un pays à un autre. Ce virus est transmis à l'homme et au cheval par les piqûres de moustiques. Mais le nombre de cas d'infection est toujours sous-estimé, car les symptômes sont mal connus et le virus n'est pas systématiquement recherché. Il apparaît donc pertinent de surveiller la circulation de ce virus chez les humains, les chevaux et les moustiques. C'est là que j'interviens. Le but de ma thèse est d'étudier le statut épidémiologique de l'infection qui consiste à détecter et évaluer la présence du virus afin de mettre en évidence les zones géographiques à risque. Pour ce faire, deux techniques ont été utilisées pour rechercher ce virus. Une première, chez les moustiques. Après capture et broyage, j'utilise la RT-PCR qui consiste à détecter en temps réel la présence du virus. La deuxième est la séroneutralisation sur culture cellulaire, utilisée chez l'homme et le cheval. Celle-ci permet la détection des anticorps produits par l'organisme. Ces derniers fonctionnent comme soldats pour se défendre contre les attaques virales. J'ai choisi cette méthode car elle permet de quantifier d'une manière spécifique le taux des anticorps qui persistent pendant une longue durée dans l'organisme afin de distinguer les échantillons positifs des échantillons négatifs. Ce test ne permet donc pas de statuer sur l'infection, mais de confirmer qu'il y a eu un contact avec le virus. La présence de ce virus chez ces trois acteurs, l'homme, le cheval et le moustique, pourrait montrer une idée sur la circulation du virus Usutu en Maroc et sa distribution aussi bien dans l'espace que dans le temps. Mes premiers résultats ont montré que le virus Usutu circule au Maroc avec un taux de 21,76%. Mon étude permettra de renforcer la surveillance de sa circulation et pourquoi pas de l'isoler afin de produire un vaccin. Le concept d'un seulement d'une seule santé est aujourd'hui nécessaire. C'est comme ça qu'un moustique en Afrique peut influencer sur la santé d'un Australien en Australie.
Candidat suivant, je vais demander au vice-président chargé de la recherche de l'Université Sultan Boulaye Slimane, professeur Al-Arqib, de tirer au sort. Alors, il s'agit de mademoiselle Al-Arbaoui Malia. Notre avant-dernière candidate, c'est Al-Arbaoui Malia. Son sujet de thèse, la réduction de la surconsommation du sel au Maroc, plan d'action et impact sur les maladies associées. Et elle nous vient de l'Université Hassan II de Casablanca. Il contient du sodium acétylique qui sont indispensables à notre corps. Oui, je sais. Mais savez-vous qu'en dépassant les 5 grammes par jour, on pourrait avoir le diabète de type 2, le cancer d'estomac, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, qui est le premier facteur des maladies cardiovasculaires et qui constitue la première cause de mortalité dans le monde. Alors, je vois la gravité d'une telle situation. 70 pays ont déjà adopté des stratégies. Et le Maroc, peut-on parler vraiment de stratégie ou bien d'un plan d'action? Et pour la première fois au Maroc, moi et ma thèse allons nous occuper. Alors avant d'agir, je me suis dit, il faut savoir combien consomment les Marocains de sel par jour, n'est-ce pas? Alors je commence mon travail avec un ensemble d'individus en leur effectuant des analyses de sodium, de potassium acétylique à travers la collecte de leur urine. Les résultats ont montré qu'ils consomment plus 9 grammes de sel par jour, qui est loin de recommandations. Alors ceci m'a amené vraiment à poser différentes questions. D'où vient cette surconsommation en fait? Et là j'ai commencé les inspections. Et j'ai trouvé que la principale source de sel est le pain. J'ai trouvé? Vous allez me dire pourquoi? Eh bien j'ai trouvé que les nourritures c'est 18 grammes de sel par kilogramme de farine. Et ne vous intéressez pas si je vous dis qu'on consomme les Marocains entre 350 et 500 grammes de pain par jour. C'est très facile à calculer, hein? Une demi-baguette le matin, une demi-baguette le soir, le faux déjeuner ainsi que la collation. Mais vous êtes déjà dans les 500 grammes. Et donc, rien qu'en mangeant le pain, on peut dépasser la quantité recommandée. De ce fait, je me suis mis dans la peau d'un petit oiseau. Et survolé tout le territoire marocain. J'ai pris des échantillons de pain de chaque ville afin de quantifier le sel. Et mon premier escale était à Casablanca. Ah, j'ai oublié de vous dire que notre laboratoire a déjà commencé la sensibilisation auprès des boulangers, depuis des années. Et moi, j'ai poursuivi ce travail en partenariat avec la Fédération marocaine des boulangers et des pâtisseries. Et là, la bonne nouvelle, mes premiers résultats d'analyse de 160 échantillons de pain prélevés de différentes préfectures de Casablanca ont montré qu'on avait diminué 26% de sel dans le pain. Je m'explique, c'est à qu'on est passé de 18 grammes à 12 grammes de sel dans le pain. Et bien sûr, ma prochaine étape sera d'étaler ce travail sur tout le Maroc. Alors pour finir, je dirais qu'à l'homme averti, en vous deux, évitez de surconsommer le sel parce que non seulement vous, moi non plus, je ne peux pas m'en dire avant vous. Notre dernier candidat, je vais quand même tirer au sort, on ne sait jamais, ça peut tomber sur quelqu'un. Madame Hassifou, vice-doyenne à la recherche à la faculté des sciences de Rabat. Alors notre dernier candidat, c'est Enen Azdin.
Son titre de thèse est Cartographie nationale de la résistance primaire du VIH aux antirétroviraux. Université provinciale de Rabat. Test. Vous m'entendez? C'est bon. Et moi, je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis, emmène-moi. Malheureusement, cet amour ne va pas durer longtemps, parce qu'on entend souvent dire que l'amour dure 3 ans, et qu'avec le temps, la flamme diminue et l'amour s'étiole. Parfois en médecine, c'est pareil. Au fil du temps, certains traitements perdent leur efficacité, de telle sorte qu'une résistance s'installe. On appelle cela la résistance acquise. Et c'est exactement ce qui se passe avec le VIH, au virus du sida. Celui-ci a pour cible les cellules immunitaires de notre corps et les colonise, se réplique, les détruit et il prive ainsi notre organisme de son système de défense. Elle peut arriver que chez certaines personnes, le virus résiste au traitement dès le départ. C'est une résistance qu'on dit primaire et qui pourrait avoir été transmise par des patients déjà infectés. Et c'est là que j'interviens. L'objectif principal de mon étude est de comprendre ce qui cause cette résistance. Pour cela, je cherche et j'isole le virus dans le sang des malades nouvellement infectés. Puis, j'extrais et j'analyse son matériel génétique, ou ce qu'on appelle l'ARN viral. J'explique. Disons que pour aimer une personne, a besoin des messages d'amour, des SMS, des fleurs, du chocolat, des regards et plein d'autres choses. Et un seul changement dans ces messages, vous connaissez la suite, mesdames et messieurs, et l'amour s'en va. L'ARN viral, c'est les messages. Et un seul changement dans ces messages fait que le virus ne répond plus de la même façon vis-à-vis du traitement. Exactement comme l'amour. Moi, dans mon travail, et grâce à des techniques d'analyse de l'ARN et des logiciels informatiques, je vais décrypter ces nouveaux messages en les comparant avec les messages initiaux de référence pour détecter les changements. Ces changements-là, c'est les mutations. Et toute mutation conduira à un changement de comportement du virus vis-à-vis du traitement. En d'autres termes, je vais prévenir les mésententes amoureuses entre le virus et son traitement. Et grâce à l'identification de ces nouvelles mutations, on pourrait, par une simple analyse, détecter au plus vite les raisons de cette résistance et pallier en élaborant des traitements plus adaptés. Tout comme les amoureux qui devraient renouveler leurs vœux. Certains patients aussi devraient renouveler leur traitement avec le temps pour chercher une efficacité optimale et passer outre les résistances, qu'ils soient acquises au primaire. L'amour dure 3 ans? Pas nécessairement. Une réalité à revoir. Merci. Délibération. Donc on va demander à notre honorable jury de se retirer en salle de délibération, à la salle des actes. Et pendant la délibération, on va procéder au vote du public. Je pense que vous avez vos jetons, les urnes sont devant vous, les photos des candidats, marquez votre préférence. On va faire un petit témoignage, nous parler de comment elle a vécu l'expérience
synthèse en 180 secondes, mais qu'est-ce qu'elle a apporté cette expérience dans sa vie de doctorant et dans sa vie de façon générale. S'il vous plaît, on vous demande un peu de silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, donc je suis désolée de... Parce que dans la mer morte, il y a plein de petits. Donc voilà, je suis désolée de vous réasseoir après cette entracte et de parler encore plus avec vous, mais voilà, j'ai tellement d'émotions à partager avec vous en ce moment, parce que comme l'a dit ici Madame Dinia, j'ai été finaliste, donc j'ai eu l'honneur de représenter le Maroc à la finale internationale, la 2e édition. Donc c'était tellement émouvant. Quand monsieur et Madame Dinia m'ont demandé de témoigner, je me suis demandé mais qu'est-ce que représente donc pour moi ce concours MT180. Plein d'émotions sont revenues à la surface, des rires, des joies, de l'anxiété, bien sûr. Mais comme je vois dans la salle des visages souriants, je ne peux que réfléchir et me dire finalement ce concours MT180 c'est bien plus. C'est une famille, c'est des partages, une opportunité, des rencontres. On s'en sort plus grand et c'est pour ça que finalement je ne peux finir et clôturer mon témoignage par des remerciements infinis à toutes ces personnes. Merci au comité d'organisation de faire ce concours en fait une pérennité de ce concours qui continuellement donne l'opportunité à nous, doctorants, de s'exprimer devant une foule, ce qui n'est pas donné au sein du laboratoire, mais de souvent parler devant d'aussi grand nombre de gens, aussi diversifiés. Donc je tiens à remercier toutes les personnes et merci aux candidats, vous nous avez éblouis, vous nous avez fait plaisir de découvrir d'autres horizons. Merci à vous et bienvenue dans cette famille magnifique qui est MT180. Merci. Bonsoir. La mer Morte. Elle est connue parce qu'elle est très salée. Rien n'y vit, rien n'y pousse. D'où son nom d'ailleurs. Mais surprise, parce que dans la mer Morte, il y a plein de petites bestioles qui se la coulent douce. Je parle ici de bactéries. Pas n'importe lesquelles, mais celles qui adorent le sel. Les bactéries alluviales. Intriguée, j'ai décidé d'aller à leur recherche. Non pas dans la mer Morte, mais dans le Marais, celle de Fès au Maroc. Pour faire simple, là où il y avait du sel, vous pouviez me trouver creusant et creusant encore. C'était éreintant, des fois assez décevant, mais j'ai fini par les débusquer, ces bactéries. J'en ai même trouvé qui supportaient de très fortes concentrations en sel, l'équivalent de 6 bonnes cuillères dans un verre d'eau. En plus de ces compétences très spécifiques, ces bactéries synthétisent des enzymes qui pourraient bien nous être utiles. Alors, une enzyme, ça découpe, ça hache, ça morcelle et ça intéresse les industriels. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs en les ajoutant dans les lessives. Les enzymes gloutons qui détachent le gras, arrachent la tache du textile. À cette époque, c'était toute une révolution. Pourtant, les industriels continuent d'utiliser des produits de synthèse pour toutes sortes de fonctionnalités, mais qui n'est malheureusement pas sans conséquence sur notre environnement. Mon objectif, remplacer ces produits de synthèse par des enzymes naturelles. C'est l'issue d'une chair bactérialophile. Elles arrivent à supporter des conditions que nul autre ne peut endurer, ou du moins elles le font en respectant l'environnement. Ces conditions, forte salinité, haute température, milieu acide. Ces compétences permettent leur utilisation pour répondre à des besoins environnementaux et économiques au Maroc. Par exemple, épurer les eaux usées, très salées, les tanneries, la papeterie, ou encore améliorer les techniques de conditionnement de l'olive. Tout ceci en garantissant l'innocuité de leur effet sur notre environnement et notre santé. Au final, il y a encore une multitude d'applications à ces bactéries et leurs enzymes. Faute de temps, on est bien d'accord, je ne peux pas tous vous les énumérer, mais je peux vous dire qu'elles promettent deux bonheurs aux industriels. D'une part, l'utilisation de bactéries est économique, d'autre part, il autorise un affichage écologique, une industrie verte. Finalement, la mer Morte, elle n'est pas si morte que ça, et dans ses profondeurs, sommeille une alternative aux produits de synthèse.
qui est à la fois économique, écologique et performante. Merci. Bien, comme toujours, les délibérations ne sont pas simples, parce que le niveau est très bon, et puis il faut pouvoir départager. Alors juste une petite explication. Donc la proclamation des résultats revient de droit à monsieur, en tant que président du jury. Il va proclamer les résultats par ordre croissant. Donc, troisième prix du jury. On va lui remettre le candidat se présente, la candidate, et on appelle les remettants du prix. D'accord ? On va faire ça pour troisième, deuxième et premier prix. Bien. À la suite de ces trois prix du jury, on va donner la parole à Sirachi, d'accord ? On n'a pas eu le plaisir d'entendre tout à l'heure, et à Sylvain pour nous donner une idée de la délibération, comment elle a eu lieu. Par la suite, il y aura la remise du prix du public à la suite donc du vote. Donc sans plus tarder, je donne la parole à Sylvain pour proclamer le troisième prix du jeu. Alors d'abord, on peut féliciter tous les candidats parce que vraiment, on a senti la passion aujourd'hui, on a vu de la bonne recherche et on a vu de belles prestations sur scène. Donc le troisième prix va à Mademoiselle Marielle Arbaoui, l'Université Hassan II. Pour remettre ce prix, j'invite M. le doyen à se présenter en compagnie de Mme Sonia Gili, conseillère adjointe. Le deuxième prix à Mademoiselle Aude Brouba. Pour remettre ce prix, on va avoir le plaisir d'avoir M. Rachid, président du lycée Marseille, en compagnie de la commission de famille.
Caché, on n'a pas entendu parler tout à l'heure du Rhin. Au nom de l'Université Martin V et toutes les universités ici présentes, je tiens avant tout à féliciter tous les candidats, à féliciter toutes les gagnantes et gagnants, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous gagnants. Gagnants en tant qu'universitaires, gagnants en tant que chercheurs et gagnants en tant que citoyens. Effectivement, c'est ce type d'innovation, c'est ce type de création qui nous aide tous à avancer, à mieux avancer, pour essayer de réaliser, d'accomplir ce dont notre pays marque, ce dont notre pays veut et ce dont notre pays a besoin. Donc, au nom de tous les présents et toute l'assistance, je remercie les organisateurs. Je félicite encore une fois les gagnantes et gagnants et on se donne rendez-vous la prochaine fois, la prochaine année, pour d'autres challenges, d'autres défis. Et merci et félicitations. Bien, il va y avoir la proclamation du premier prix du jury. Et donc, de droit, le remettant, c'est une remettante, c'est Madame la secrétaire générale de la Fondation Banque Populaire. Alors, le premier prix à M. Asdin Amir. Il reste un dernier prix, vous savez lequel? C'est votre prix. Bien, et pour cela, je laisse Sina Montesi nous dire quel est le résultat du vote du public. Le prix du public, c'est NMSQ. Pour remettre ce prix, c'est avec une grande émotion que je vous fais appel. Et pour une fois, je vous fais la nouvelle à une militante de Maths Ensemble International depuis toujours. Elle a toujours été avec nous dans le comité d'organisation et pour des raisons donc, qui sont au-delà, indépendantes de sa volonté. Elle n'est plus avec nous, mais elle est là, présente aujourd'hui. Et j'appelle Ounia Himi en compagnie de sa grande amie, de sa sœur, Rajab Chataoui, pour le recevoir.
Je précise uniquement qu'il n'y a aucune contradiction à ce qu'il y ait deux prix. Le prix du jury, c'est une chose, et le prix du public, c'est autre chose. Et ça arrive très souvent lors de finales internationales. Voilà. Bien. Donc, je me retourne vers notre honorable jury pour leur donner la parole. Chacun, donc en commençant par monsieur le président du jury, puis vous allez donner votre sentiment. C'est très difficile, c'est peut-être un euphémisme. Je n'ai rarement eu à affronter une situation comme celle de ce public. C'est-à-dire il y a eu beaucoup de bonnes candidatures. On est convaincu de la valeur de chacun d'entre vous. Et on vous souhaite beaucoup de chance et une bonne continuation par la suite. Moi, je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. C'était la première fois pour moi, c'était un vrai plaisir de découvrir. J'avais triché un peu, j'avais vu les vidéos, mais c'était la première fois en live. Je félicite vraiment tous les candidats parce que c'était vraiment d'un très haut niveau. On a passé un super moment, c'était très riche. Et puis en plus, j'ai eu l'honneur de faire aussi partie du jury. J'espère, en tout cas, je vois que vous êtes contents de notre choix pour le premier. J'espère qu'on a bien accompli notre mission. Merci à tous. Alors vous allez me permettre de transgresser la règle de l'ordre alphabétique parce que, puisqu'on a M. Bhiri, on le tient, on ne le lâche pas. Et lui, il aura droit à 2 questions. Première, c'est 1, 2. Comptez-vous, publiez vos mémoires et quand? La deuxième, non, les deux en même temps.